Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire, le dernier de l'année 2025. On voulait revenir sur plusieurs sujets qu'on marqué la semaine. On va revenir sur l'échec de la commission mixte paritaire sur le budget et donc l'échec de la discussion parlementaire sur le budget. Mais d'abord, on voulait vous parler d'agriculture parce que nos camarades agriculteurs sont remontés depuis une semaine. Ils font de nombreuses... Enfin, ça fait plus longtemps, hein, mais ça fait une semaine qu'ils se mobilisent un peu partout en France et à Bruxelles. On est vendredi et ce matin, ils étaient avec des tracteurs et des bottes de foin devant le domicile, enfin devant la maison d'Emmanuel Macron au Touquet. En gros, ils ont deux sujets qui marquent le caractère aigu de la crise qu'ils sont en train de traverser. Le premier, c'est la dermatose, donc c'est une maladie qui touche les vaches, qui a commencé cet été en Savoie et pour lesquelles le gouvernement, avec un conseil scientifique et l'accord de la FNSEA, ont décidé d'une stratégie qui était une vaccination, mais pas de l'ensemble des bovins, et l'abattage quand il y avait une vache malade de tout le troupeau. C'est assez dur en fait pour les agriculteurs de voir tous leurs troupeaux massacrés, hein, puisque c'est de ça dont on parle. Et donc vous aviez des voies alternatives, notamment les syndicats d'opposition, à la fois la Confédération paysanne et la coordination rurale, qui ont dit non, en fait il y a une autre solution, et ils le disent depuis le mois de septembre. Hein. Il y a une autre solution, c'est la vaccination pour tous les bovins. C'est des millions et des millions de bovins. Hein. Donc, évidemment, ça coûte 15 millions de bovins, oui. 18 même, j'avais vu. Bon, donc, du coup, ça coûte un peu plus cher que la vaccination ciblée proposée par la stratégie du gouvernement. Donc, ils se mobilisent et ils mettent en avant, en fait, le bien-être animal, la souffrance de leurs vaches et l'abattage, y compris d'animaux qui ne sont pas malades. Donc ça c'est la première chose, sachant que la dermatose est un peu en train de se résorber. Hein. La porte-parole du gouvernement disait ce matin qu'il n'y avait plus de foyers infectieux en France. Donc voilà, là, on en est vers la fin de cette maladie normalement. La deuxième chose, c'est le Mercosur, parce que devait être signé cette semaine cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine, dont l'Argentine et le Brésil, et que ça n'a pas été le cas. Alors, l'Italie était contre, Giorgia Meloni en tête, et Emmanuel Macron, à mon avis... du fait de la mobilisation des agriculteurs pour le Mercosur, était contre aussi. Un accord de libre-échange, c'est quoi ? C'est assez simple, c'est l'abaissement en fait de barrières douanières sur toute une série de biens, de produits importés et exportés. Et en l'occurrence, les agriculteurs mettaient en avant le fait, notamment les éleveurs, hein, mais pas uniquement, mettaient en avant le fait que ça allait créer une concurrence déloyale entre les agriculteurs français et les produits par exemple du Brésil ou de l'Argentine qui n'ont pas les mêmes normes sociales, qui n'ont pas les mêmes normes sanitaires, qui n'ont pas les mêmes normes en matière de bien-être animal. Et donc du coup, il demandait à ce qu'il y ait ce qu'on appelait des clauses miroirs, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire en France, ne pourrait pas être importé de Brésil. Enfin, c'est-à-dire que nous, par exemple, on n'a pas le droit de foutre plein d'hormones dans nos bœufs. La viande qu'on importerait, par exemple, du Brésil ou d'Argentine, ne pourrait pas avoir plein d'hormones aussi, quoi. Il faudrait que ça soit les mêmes normes. Pour l'instant, Emmanuel Macron a reporté dans un mois la ratification de ce traité. Est-ce que ça va changer grand-chose ? Ce matin, je discutais avec une journaliste du Figaro, spécialiste de l'agriculture. Elle disait, franchement, ils ont juste reporté dans le temps cet accord. Hélas, pour ceux qui manifestent,
sera signé. Ça me fait un peu penser au CETA, qui était un autre accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, et il y avait eu aussi de grosses mobilisations. Et c'est drôle parce que nous, les mobilisations, ça avait lieu en 2023, au moment où on devait ratifier le projet. Mais en vérité, l'accord de libre-échange était entré en vigueur depuis 2017, c'est-à-dire avant la ratification par les parlements nationaux. Donc bon, tout ça est un peu de l'esbrouffe, mais c'est vrai que ça va quand même encore participer du stress en fait qu'on fait vivre à nos agriculteurs et nos agricultrices, à tout ce secteur qui aujourd'hui a un gros problème à mon sens de perspective, de possibilité de vivre dignement d'un bon travail. Alors, pour la première partie sur la maladie, je crois que le gouvernement a largement sous-estimé le fait que nous ne sommes plus au temps de la vache folle où on pouvait prendre des vaches, les tuer et mettre le feu et que ça pouvait passer. Déjà à l'époque, ça n'était pas passé si crème que ça, mais que là, ça ne passe plus du tout. Et on le rappelait cette semaine dans une newsletter de Regard, c'est depuis 2015 que les animaux ne sont plus considérés comme des biens meubles. C'est-à-dire que c'était Loïc qui avait fait le papier et qui avait titré « Les vaches ont une âme ». Alors, je ne sais pas si elles ont une âme, mais en tout cas, elles ne peuvent pas être considérées comme des choses que l'on brûle, que l'on tue, que l'on élimine comme ça, sans considération. Et je crois qu'il y a vraiment un changement qui s'est opéré dans la population et l'émotion, elle a dépassé très largement le cercle des agriculteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte à nouveau qu'il y avait de l'impréparation pour le moins, puisqu'il n'y avait pas les vaccins et qu'on ne savait pas quand il y aurait les vaccins et on ne savait pas combien il y aurait de vaccins. C'est-à-dire que ça fait remonter un peu une question sur l'efficacité de l'État français à anticiper et organiser les crises et anticiper, gérer les crises. Et en l'occurrence sur le plan technique, donc la question de la vaccination, et sur le plan démocratique, puisqu'en fait ils n'ont pas discuté avec les agriculteurs sur la stratégie. Ils ont même été extrêmement autoritaires et violents vis-à-vis des agriculteurs qui n'étaient pas d'accord pour qu'on massacre leurs animaux. Et je crois que c'est le deuxième élément de la défaite politique du gouvernement sur ce sujet, c'est que les agriculteurs ont été très maltraités. Et que franchement, on n'a pas du tout envie d'accepter ça, parce que c'est des gens qui non seulement défendent leur outil, leur travail, leur vie, deuxièmement défendent quelque chose de fondamental pour nous qui est notre alimentation, et troisièmement considèrent qu'il y a un peu de respect, enfin je ne sais pas si c'est mon respect, mais enfin de précaution à prendre avec les animaux. Et que quatrièmement, ce que tu m'avais dit que je ne savais pas, en fait, pourquoi est-ce que ce sont les petits élevages en fait qui ont été touchés? C'est-à-dire que souvent on entendait c'est 30 ou 50 bêtes qui ont été exécutées. C'est qu'en fait les grands élevages, les vaches elles sortent pas. Et donc elles sont moins touchées et elles restent confinées. C'est-à-dire qu'en fait les éleveurs qui ont des plus petites unités promènent davantage leurs vaches que les grandes. Donc en fait c'est ceux qui ont une agriculture plus correcte, raisonnée, voilà, comme on dit. J'aime pas ce mot. Familial. Ouais, c'est ça. On dit familial, voilà. Que ce sont ceux-là qui ont été les plus touchés. Donc moi je trouve que enfin on découvre qu'on peut aller vers 1 million de doses de vaccination, que donc la stratégie de la vaccination va être déployée. Alors tu dis que la maladie est éradiquée. Je ne sais pas ce qu'il en est alors de la stratégie. S'il n'y a plus de maladie, est-ce qu'il faut continuer la vaccination? Moi, j'en sais rien. Il faut qu'il y ait des scientifiques, mais des scientifiques avec
des agriculteurs. Bien sûr. Pas simplement, comme pendant le Covid, un conseil scientifique et un conseil de sûreté, de sécurité, dans lequel on n'avait absolument aucune information, aucun partage de l'information. Alors, avant de te donner la parole sur le Mercosur, je voudrais ajouter quelque chose qui va totalement dans ton sens et en même temps mettre un petit bémol. C'est que tu dis il n'y avait pas les agriculteurs. Si, il y avait des agriculteurs qui ont validé, participé à l'élaboration de cette stratégie nationale de vaccination et d'abattage, c'est la FNSEA. Et, ils étaient dans le... Ah ouais. Et oui, ils étaient d'accord avec, et d'ailleurs, non, mais elle ne s'est pas mobilisée. non, mais une chose est qu'ils l'aient validé. Est-ce qu'ils ont participé de l'élaboration de la stratégie? Alors, j'avoue que, genre, là, tu me poses une colle. Genre, à chaque fois que c'est présenté, genre, sur France Info, sur France Inter et dans Le Monde, ils disent la stratégie du gouvernement et de la FNSEA. C'est-à-dire, hop, ils les mettent ensemble. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est une validation a posteriori ou qu'ils ont participé de l'élaboration, mais il faut rappeler deux petites choses sur la FNSEA. C'est le plus gros syndicat d'agriculteurs en France, premièrement. Néanmoins, il y a une surreprésentation des céréaliers à l'intérieur de la FNSEA et une sous-représentation des éleveurs bovins. Précisément pour les questions que tu dis. C'est-à-dire que les éleveurs bovins en France, contrairement aux céréaliers où on a une tendance en fait à augmenter en fait les surfaces des champs, chez les éleveurs bovins, il y a, grâce notamment aux AOP, aux AOC, genre je parle des vaches qui font du comté par exemple, t'as pas besoin d'avoir 100 000 vaches pour pouvoir en vivre, tu vois. Tu peux avoir 30 vaches et faire du lait ou pour la charolaise ou la limousine, exactement. etc. Et on en a plein. Et donc ça permet de protéger et d'avoir des structures plus familiales. Et donc ils sont moins affiliés à la FNSEA. Parce qu'ils doivent moins compter. Comment et du coup ils comptent moins. Non mais même à l'intérieur, parce que c'est quand même les grands industriels qui dominent. Exactement. Le patron de la FNSEA, c'est bien connu, c'est le patron du groupe Avril, qui est le groupe de tous les oléagineux, c'est-à-dire de toutes les huiles françaises. J'avais appris que Puget, Le Sueur, tout ça, en fait, c'est le même groupe. Moi, je pense à chaque fois faire un choix, non, tout ça, c'est du pareil au même. Donc à la fois, tu as raison, mais à la fois, ils étaient partie prenante. Et ça explique aussi la raison pour laquelle ce qu'on a beaucoup entendu sur les plateaux, et moi, ça me faisait mais hurler, c'est de dire, est-ce que, comme on parle de la coordination rurale et de la Confédération paysanne, qui sont deux syndicats d'agriculteurs, mais il y en a un qui est plutôt classé à la gauche et l'autre qui est plutôt classé à l'extrême droite. Les présentateurs là sur les plateaux, ils disaient est-ce que finalement c'est pas des populistes, est-ce que ça ressemble pas aux alliances rouge-brune qu'on peut voir dans la politique nationale. J'ai encore eu ce matin ça sur Public Sénat et ça m'énerve profondément parce que en fait ce que ce sont ces syndicats avant tout, ce sont des syndicats d'opposition en fait, et donc ils font une proposition qui n'est pas la même que la FNSEA, qui est, elle, intégrée totalement dans les rouages du pouvoir. On parle de cogestion par la FNSEA du secteur agricole depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et ça, c'est une particularité qui n'existe pas chez les syndicats de salariés. Je veux dire, la SCFDT ou la CGT, on ne peut pas dire qu'en fait, elle co-gère le monde du travail à l'échelle nationale. Enfin, on l'a eu à propos de l'éducation nationale à une époque. Tout à fait. Exactement, mais ça date des années 90, tu vois. Ouais, et on a bien remis en cause la place, parce que ce qui leur donnait un poids a été détricoté. Exactement. Et donc là, c'est ça qui est contesté, en fait, par et la Confédération paysanne et la coordination rurale. Et ils demandent précisément plus de démocratie. Et eux, ils disaient, ben voilà, nous représentons des agriculteurs qui ne se sentent pas représentés par la FNSEA. Donc en fait, je trouve qu'ils jouent tout à fait leur rôle, et c'est un rôle très sain en démocratie que des syndicats de travailleurs disent, bon ben voilà, nous on a aussi notre mot à dire sur cette stratégie. Bon, peut-être tu peux passer au Mercosur. Ouais. Plutôt le Mercosur, moi ce que tu as dit sur les clauses miroirs, il y en a de nombreuses qui sont prévues. Le problème des clauses miroirs, c'est qu'on ne sait pas les faire appliquer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le droit d'écrire que vous ne voulez pas de viande avec des antibiotiques, mais vous n'en savez rien s'il y a des antibiotiques dans cette viande. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas vérifier que les produits qui sont importés sont exempts
des produits que vous refusez d'avoir en France. Donc en fait, cette histoire des clauses miroirs pose problème, mais la deuxième question qui est vraiment la question la plus fondamentale, c'est est-ce qu'on continue d'aller vers des grands agrégats de libre-échange. Est-ce que c'est ça notre perspective au niveau européen? Et est-ce que, alors là aujourd'hui c'est très clairement identifié, les industriels, notamment de l'automobile, ont l'espoir de pouvoir écouler en Amérique latine les stocks qu'ils ne peuvent pas écouler en Chine. Alors bon, déjà, reste à voir que la Chine ne va pas leur damer le pion là aussi. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'en Amérique latine, la Chine ne serait pas capable d'être compétitive. Mais par ailleurs, c'est qu'on ne cesse de reculer la réflexion sur, au fond, qu'est-ce que l'Europe fabrique qui soit intéressant et qui permette d'apporter des réponses de qualité pour les Européens et pour ceux avec qui on commerce. Deuxième question, est-ce que le développement économique de l'Europe est basé sur l'exportation ou est-ce qu'il est basé sur la réponse aux besoins de la consommation intérieure des Européens? C'est-à-dire au fond, quel est le moteur de l'Europe? Troisième question, au fond, qu'est-ce que nous avons à raconter au monde? Y compris du point de vue de la stratégie industrielle. C'est-à-dire que le recul qui vient d'être fait, pour moi tout ça est un grand ensemble. Le recul qui vient d'être fait sur les questions automobiles, ou sur la question des pesticides, ou sur la question de la responsabilité des grands groupes à l'égard des entreprises sous-traitantes, tous ces reculs que l'Europe est en train de faire donnent bien une indication que l'Europe n'est pas intéressée par être porteuse de solutions écologiques et d'un nouveau type de consommation. Ce que je veux dire par là, par exemple, ce que je pense, c'est que le problème d'avoir des voitures qui consomment peu, qui soient donc légères, qui ne consomment pas peu simplement en pétrole, mais qui consomment peu même en énergie électrique, c'est-à-dire des petits modèles, au lieu de continuer de nous casser les pieds avec les gros SUV qui sont très chers à fabriquer et très consommateurs ensuite, on ne développe pas ça. J'ai vu que ça y est, là, il va y avoir une petite Renault qui va sortir. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Toutes ces grandes stratégies industrielles, elles sont faites pour sortir les grandes voitures de luxe, parce qu'on pense que la Chine va nous battre à plat de couture sur le reste. On ferait mieux de s'occuper véritablement, de notre marché intérieur, parce que ça nous donnerait de la force pour pouvoir porter à l'export des propositions intéressantes, et que ces propositions intéressantes, elles participent à la mutation du monde, c'est-à-dire à ce que le monde consomme moins et une production décarbonée et consomme moins. C'est pas du tout vers ça qu'on s'oriente, et vraiment, on est dans moi je pense qu'on est dans le ravin, et que au mois de janvier, ils vont signer leur truc, et que l'Europe ne cesse de vraiment passer à côté des enjeux industriels et de développement, qui fait qu'elle n'a aucun projet de développement et aucune base politique pour faire que le projet européen soit soutenu et partagé par les travailleurs et tout simplement les citoyens. Deux petites choses. Ce qui est avancé lorsqu'on dit, par exemple sur les plateaux télé, quand on est en face de gens de droite qui soutiennent le Mercosur et que on dit que nous on n'est pas d'accord, moi on m'a dit vous voulez l'autarcie de la France, l'autarcie de l'Europe, et ça marche pas comme ça, etc. Ce que tu as dit sur en fait quelle mondialisation on veut est à mon avis quelque chose de très important. Il est vrai que une partie de la mondialisation telle qu'on la connaît a été portée par un moteur qui s'appelle le commerce. D'ailleurs, quand on apprend ce qui se passe depuis les marchands du Nord à la fin du Moyen-Âge, la façon dont se sont organisés de l'Europe du Nord, la façon dont se sont organisés les échanges à l'échelle mondiale, c'est souvent des échanges commerciaux. La question, mais pas uniquement, il n'y a pas que des échanges commerciaux. La question de si par exemple on veut rentrer en partenariat avec les pays d'Amérique du Sud, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça se fasse par des échanges de biens ?
D'ailleurs, sous-entendu, on dit des accords de libre-échange, donc on baisse sur les biens. Il n'est pas question des personnes. Hein. Enfin, là, genre, chacun chez soi, genre, il n'est pas question d'accueillir les gens d'Amérique du Sud en France, tu vois. Enfin, c'est juste pour genre des échanges économiques et le commerce. Ce qui, genre, pose des vraies questions. Et j'étais face à, je vais le citer, Jean-Sébastien Ferjou, qui est un monsieur de droite qui a créé Atlantico. Et Jean-Sébastien disait sur le plateau, c'est très bien le libre-échange parce que ça permet, par exemple, tu serais contre la solidarité alimentaire mondiale. Je dis pas non, pas du tout, tu vois. Parce qu'il dit qu'on en a besoin, en fait, dans nos lignes, comme eux ont besoin parfois de notre blé. Et je dis il a tout à fait raison, Jean-Sébastien Ferjou, sur ce point. Mais c'est pas des zones de libre-échange, en fait, qui résolvent quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que, genre, par exemple, la France est exportatrice de blé et qu'elle peut, genre, au nom de... Alors la question c'est, est-ce qu'elle le fait au nom de la solidarité ou est-ce qu'elle le fait au nom de on s'en met plein les fouilles? Je préférerais qu'elle se... Tu vois, ça peut être un peu des deux, hein. Enfin je dis pas le contraire, mais... Ce qu'il te dit là, ce qui est plutôt une autre question, c'est en fait la question de... pour pouvoir assurer l'alimentation de la population mondiale, il faut une industrie, il faut une agriculture industrielle. Oui, c'est plutôt tout à fait vrai aussi. C'est plutôt ça qu'il veut dire et donc il faut être capable de produire beaucoup et d'exporter beaucoup. Surtout pour des zones tempérées où on a les bons sols, comme par exemple la France. Hein. Voilà. Tous les pays du monde ne sont pas capables de produire autant de céréales que nous. Tu vois, genre parce qu'on est bien placé au niveau géographique, au niveau des climats, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête sur le modèle de mondialisation qu'on promeut. Bon, ça a quand même été ultra disputé et discuté, ce point de vue. C'est que en fait, la mondialisation, elle a aussi surtout produit un affaiblissement de l'agriculture familiale dans les pays du Sud. Hein. Je veux dire, on s'est mis à faire du café et du cacao et pas, au détriment de ce qui permettait avant aux communautés de s'alimenter. Donc cette idée que le commerce va résoudre les problèmes d'alimentation, pour l'instant, c'est exactement le contraire qui se passe. Après, je voudrais dire quand même un autre mot, parce qu'on en parle assez peu souvent, et notamment, même à gauche, il faut quand même voir qu'un des promoteurs, en fait, de ce Mercosur, de l'autre côté de l'Atlantique, il s'appelle Lula, qui est le président du Brésil. Lula, c'est un homme de gauche, c'est un homme d'ailleurs qui est beaucoup admiré à gauche, dans la gauche française par exemple. Il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à Lula, qui veulent toujours aller le voir, y compris dans la gauche radicale. Lula, il est pour le Mercosur. Alors j'ai lu plutôt ce qu'il racontait et les raisons pour lesquelles il était pour ce Mercosur. Ce qui n'est pas le cas de toute la gauche brésilienne, hein, entre parenthèses. Mais lui, il est pour ce Mercosur en disant, en fait, nous, on a des produits en fait à exporter. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire avec les États-Unis parce que les États-Unis sont beaucoup trop agressifs vis-à-vis de son pays. Je pense que il lui file des droits de douane à plus de 50%. Oui, exactement. En plus, il lui file des droits de douane. Plus 50. Les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. Tant que Bolsonaro sera en prison, voilà. Vous avez vu quand même que Lula a dit qu'il n'accepterait pas la loi d'amnistie en fait qu'ont voté les sénateurs brésiliens pour Bolsonaro et pour tous les émeutiers, et donc ils avaient fait une loi qui tout le monde pouvait sortir de prison. Il a dit qu'il mettrait son veto, donc il a le courage de s'y opposer, bien que la conséquence c'est les droits de douane américains sur les produits brésiliens. Sur les produits brésiliens. Donc il n'a pas comme débouché le marché américain pour les produits brésiliens. La Russie, il est parfois en discussion avec la Russie, mais la Russie, ça fait pas l'affaire pour la totalité des produits brésiliens. Les Chinois, ils se débrouillent très bien tout seuls. Donc en fait, il a besoin de l'Europe en fait pour pouvoir écouler, notamment son soja, mais pas uniquement, plein d'autres produits de son agriculture, mais aussi de son industrie. Et donc, il dit, pour ne pas dépendre par exemple des Chinois, parce qu'il pourrait imaginer que la Chine pourrait être un partenaire, il dit à l'Europe, créons un axe en fait Europe-Amérique du Sud. Et il pense que ça peut passer par cet espace de libre-échange. Je dis pas que je suis d'accord, je le propose, je rends compte en fait de ce qu'il dit, parce que c'est quand même important qu'on ait ça en tête, son argumentaire en tête, au nom précisément. Lui, ce qu'il propose, c'est
c'est presque à un niveau géopolitique, tu vois. Il propose un autre axe, en fait, que les axes traditionnels, genre Occident ou et que tout dépende de la Chine. Voilà. Moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le discours de Lula, c'est qu'il dit à l'Europe, vous pouvez faire avec l'Amérique du Sud. Moi, j'ai souvent en tête plutôt l'Afrique, mais ça s'oppose pas, mais c'est parce que je suis pas espagnole probablement. Non, mais c'est vrai, la France, elle a plutôt une tradition de regarder vers l'Afrique, alors que les Espagnols, eux, ils sont beaucoup tournés vers l'Amérique latine. C'est des histoires, ça, voilà. Donc, il dit, il faut que l'Europe, vous pouvez faire avec d'autres. Voilà. Et moi, ça, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est en effet la voie qu'il faut développer. La seule question, c'est est-ce que se tourner vers l'Afrique ou vers l'Amérique latine, c'est avoir développé l'industrie automobile dégueulasse, des gros SUV, des grosses bagnoles. Est-ce que ça veut dire une agriculture industrielle, etc. Donc le problème, ce n'est pas la proposition de se tourner vers l'Amérique latine, c'est est-ce que ça passe par ce type d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, ce n'est pas l'alternative, ce n'est pas l'autarcie, voire version plus cool, le souverainisme. L'enjeu n'est pas le souverainisme. La réponse n'est pas le souverainisme. La réponse, c'est d'avoir d'autres finalités proposées, y compris d'ailleurs au Brésil. Alors je ne sais pas, je ne vais pas me mettre à donner des leçons à Lula, mais y compris, je veux dire, l'Amérique, le Brésil, ils ont à développer, peut-être à envisager autrement le développement du Brésil, qui est un pays particulièrement inégalitaire et avec une très grande pauvreté. Alors il y a 30 ans, on mourait de faim au Brésil. Ce n'est plus le cas. C'était moi, quand j'ai vécu au Brésil et quand j'y suis allée, il y avait 1 million de personnes qui mouraient de faim au Brésil. Donc c'est plus le cas, mais ceci étant, c'est quand même un pays de très très grande injustice, pauvreté, et donc la manière que le Brésil a d'envisager, y compris le développement de son agriculture, est délétère pour le Brésil et pour la planète. Donc je ne rentrerai pas en discussion avec Lula, parce qu'en principe, il avait été quand même plutôt positif. Mais dernier petit point, c'est que Lula, aujourd'hui, est le président d'un équilibre politique extrêmement fragile. J'ai vu qu'il annonçait se représenter à la prochaine élection, c'est-à-dire qu'il a gagné à 51% face aux fascistes au Brésil, que depuis, il y a eu le Chili et l'Argentine qui sont passés à l'extrême droite, que si le Brésil tombe, ça serait quand même absolument catastrophique, et qu'il annonce se représenter, ça veut dire que probablement, aujourd'hui, au Brésil, il n'y a pas d'autre solution. Il est quand même assez vieux, Lula, il a plus de 80 ans, donc s'il le fait, c'est que l'équilibre politique doit être très compliqué. Mais moi, je n'adhère pas à l'idée que la seule voie pour le Brésil, c'est de développement, c'est de couper les arbres de l'Amazonie, quoi. Je veux dire, c'est pas une solution. Ce n'est pas bien ce que fait le Brésil du point de vue agriculture, et donc avec toutes les conséquences que cela a pour eux-mêmes et pour nous tous, n'est pas correct. Donc il a raison de dire que l'Europe peut s'ouvrir sur l'Amérique latine. Il a tort de penser qu'il faut que ça passe par le fait qu'on accepte la déforestation de l'Amazonie, par exemple. Deuxième sujet qu'on voulait aborder, la question du budget, encore et toujours. Comme je le disais tout à l'heure, la commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés, 7 sénateurs, qui essayaient de réconcilier les textes du Sénat et de l'Assemblée nationale sur le budget de l'État. Petit rappel, le budget de la sécurité sociale, lui, a été voté et adopté. Le budget de l'État, lui, il restait en débat et ça a échoué. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord vendredi matin. Et donc, le Premier ministre a annoncé qu'allait être votée en urgence une loi spéciale. C'était très très attendu. Une loi spéciale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on reprend le budget de l'année dernière et on le balance sur 2026.
Qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire qu'on ne tiendra pas un an avec une loi spéciale. Pour des raisons toutes simples, c'est que, pour deux raisons toutes simples et principielles, la première, c'est que on n'est pas prise en considération l'inflation, ce qui est quand même un gros problème pour toutes les dépenses, et l'inflation, elle est de un peu plus de 1,5%, donc ça veut dire que tout perd 1,5% sur 2026, et ce n'est pas acceptable. La deuxième, c'est que certains investissements clés, les plus importants, ne sont pas envisagés, ne sont pas actés. On pense notamment aux questions liées à l'armée, mais ce ne sont pas les seuls. Tous les projets qui devaient être lancés pour 2026 et contenus dans la loi sur le budget de l'État n'y sont pas, quoi, de façon évidente dans la loi spéciale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, il y aura un nouveau débat sur une loi budgétaire pour 2025. Pour 2026, pardon, donc qu'on est reparti. Le plus probable, voilà, là on rentre dans les hypothèses, le plus probable, c'est que pour ne pas repartir exactement sur les mêmes bases qu'au mois d'octobre, il y ait un deal avec une partie, que Sébastien Lecornu fasse un deal à la fois avec les LR, le Modem, Horizon, mais aussi avec les socialistes, voire avec les écologistes, en disant, bon écoutez, qu'est-ce qu'on met dedans ? Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas, et qu'ensuite, sur la base de ce deal, il dépose la loi au Parlement, et au lieu que de la débattre et de la voir se faire détricoter par des majorités à géométrie variable, eh bien, il lance un 49.3 qui empêche le débat, qui permet en fait à chacun de dire « Ah ben j'étais pas trop d'accord avec la loi », mais derrière, il aura l'assurance que les socialistes, ou éventuellement les socialistes et les écologistes, ne voteront pas la motion de censure, et donc la loi sera adoptée, ne sera pas votée, et le gouvernement ne tombera pas. Voilà, aujourd'hui, un des scénarios les plus probables pour le mois de janvier-février. Ouais, alors moi j'ai l'impression que tout le monde est donc d'accord pour dire que on va pas faire grand-chose et qu'on va aller K1, K jusqu'en 2027. C'est un peu ça qui se profile, c'est-à-dire que cette négo, ce point, voilà. J'ai entendu un truc de Coquerel. Le problème, c'est que je l'ai entendu une fois et je ne l'ai jamais vu écrit ni reproduit. Donc, je le dis avec précaution, mais j'avais trouvé que cette piste, finalement, elle était cohérente. Il disait, il faut qu'on on fait la loi spéciale, c'est-à-dire on reproduit le budget, on l'augmente le coût de l'inflation, on ajuste pour... Alors, ce qui était marrant, c'est qu'il avait relevé ce point particulier, il avait dit pour le budget de la défense. Donc le point que 6 milliards. 6 milliards, pardon. Voilà, qu'il fallait mettre dedans, et puis on roule comme ça pour une année. C'est-à-dire en fait, il actait d'une certaine manière, il n'y a plus de débat politique. En fait, c'est ça que ça voulait dire. Que c'était le fond de cette affaire, c'est de sortir d'une certaine manière. Moi, je trouvais que c'était une façon, enfin en tout cas cette proposition-là me paraît, j'espère ne pas trahir ce que voulait dire Coquerel, mais ça me paraissait, vous vous rappelez qu'il est le président de, enfin non, il n'est pas président. Si, il est président de la commission des finances. Il est président ? Oui. Ah oui, c'est l'autre qui est rapporteur. Donc il est président de la commission des finances, France Insoumise, et je me disais que ça permet d'acter que il n'y a plus de politique, quoi. Et donc non, mais ça sort les socialistes d'un pas dans lequel il faut qu'ils s'en sortent de ce truc à la con là, c'est de s'être mis à négocier des points, tu vois, ça les met dans un rapport de participation à la majorité, enfin d'une certaine manière au bloc central, quoi. Et il faut absolument que les socialistes réussissent à sortir de ce truc, parce que, enfin, alors je suis pas certaine que Coquerel l'ait fait pour permettre aux socialistes de sauver leur peau,
C'est marrant parce que mais moi, je pense qu'il faut que les socialistes sauvent leur peau, parce que je vais vous dire un truc, si la gauche elle est réduite à la France insoumise, je sais bien que très souvent dans vos commentaires, vous dites, ben voilà, on est là pour, je sais pas quoi, on est des socialistes déguisés. C'est absurde comme point de vue. Le seul problème, c'est que réellement, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver... D'abord à ne pas rétrécir le socle de la gauche qui est de 30% aux 20% de la France insoumise au mieux. Pour l'instant, il n'a pas 20% quand même, Mélenchon, mais enfin, admettons. Ça, avec 20%, on ne fait pas éventuellement... Non, voilà, ça éventuellement va au second tour, mais on ne gagne pas une élection avec 20%. Il faut quand même élargir la base. Et donc, il faut arriver à surmonter les divisions les plus dures qui creusent l'écart entre les différentes formations de gauche, et par ailleurs avoir une proposition qui soit raisonnable vis-à-vis du reste du pays. Et quand Coquerel dit on garde le budget de la défense militaire, je ne sais pas ce qu'il pense de la stratégie militaire française, mais en tout cas, il ne veut pas faire de cette question-là l'objet d'une crispation entre le reste de la France et la France insoumise. C'est marrant parce que tu dis c'est une façon de ne pas faire en acte qu'on ne fait pas de la politique. Or, moi, je crois précisément l'inverse. C'est-à-dire en disant on se débarrasse en fait de ce boulet qui est... no offense, Karine Boulet, qui me regarde avec des gros yeux, de ce boulet en fait qui est les discussions budgétaires qui n'ont honnêtement ni queue ni tête et qui pour moi sont genre l'opposé de la politique. Il dit au contraire, refaisons de la politique. Redonnons des perspectives. Non, mais je sais que c'est un peu la même chose. On fait pas de politique sur ce truc-là. Voilà. C'est pas là que on passe à voilà. On passe à autre chose. Voilà. Et De toute façon, on fait pas de politique là. Enfin, franchement, c'est un bordel tellement illisible que personne ne peut faire de la politique à partir de ces débats. Voilà, abracadabrantesque. Et là où Coquerel a raison, c'est que on va aussi je travaille pas Coquerel. Si tu travailles pas Coquerel. Non, mais j'espère parce que franchement, je ne l'ai pas relu. Je ne l'ai vu qu'une fois et je ne l'ai pas relu après. Mais je trouve que c'est une idée en tout cas. Et si elle n'est pas de Coquerel, elle sera de nous. Voilà, exactement. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'on va rentrer en fait dans une nouvelle dynamique, si tant est qu'on n'y soit pas déjà rentré depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est la présidentielle. Et en fait, la présidentielle, tout le monde ne peut, enfin, au nom de la démocratie et de la République, on ne peut qu'espérer qu'il se fasse enfin à nouveau de la politique, tu vois. Qu'à nouveau, en fait, on commence à y voir clair. Qu'à nouveau, en fait, chacun puisse, dans la discorde cordiale et dans le conflit apaisé, faire ses propositions d'horizon pour la France. Et je pense qu'il faut absolument qu'on passe en fait cette séquence budgétaire. Et je vais même te dire, il faut qu'on la passe d'autant plus vite qu'il y a une autre élection qui est très importante qui va avoir lieu en mars, que sont les élections municipales dans toutes les villes de France. Ah bon ? Et oui, et que genre, ça, c'est le truc de dingue, et que si on repart en fait dans une discussion budgétaire à la fin du mois de janvier ou au mois de février, c'est autant de temps qui va être grignoté en fait pour que soit menée des campagnes municipales dignes de ce nom. On ne va pas parler des campagnes municipales. Moi, je parle avec des candidats aux élections municipales de France et de Navarre. Ils sont écrasés aujourd'hui par la politique nationale. Je veux dire, on leur demande sans arrêt des comptes lorsqu'ils sont dans la rue sur ce qui se passe au niveau national. Ils n'arrivent pas à parler véritablement. Je crois que personne ne demande de compte à personne. Hein. Par contre, en effet, je pense qu'il n'y a pas d'appétence pour le débat politique en ce moment. Oui, voilà. On ne demande pas. Bah oui, tout le monde passe à autre chose là. Je suis pas sûr qu'on ne demande pas. Un peu aux socialistes, par exemple, qu'est-ce que vous avez foutu, pourquoi ils sont vous avez... dans beaucoup de villes, les socialistes. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Qu'est-ce que vous foutez ? Enfin, genre, les plus politisés font ça, mais la plupart des gens, juste
Tu vois, Oui, franchement, alors la casquette. oui, ras-le-bol. Hein. Non, mais t'as raison, mais genre là. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a aucun espace, que ce soit parce qu'on parle du national ou que ce soit parce qu'on en a ras-le-bol de ces débats qui n'ont ni queue ni tête, il n'y a pas d'espace pour discuter des projets à l'échelle locale. Oui, mais en encore vérité, moins pour politiser les projets à l'échelle locale. Alors là, ce qui est encore exactement, une mais utopie. Mais ça vaut pour l'agriculture dont on parlait tout à l'heure. Enfin, où est-ce qu'a été véritablement posé le débat entre l'agriculture industrielle et l'agriculture avec des fermes plus petites? Nulle part. Personne n'en parle en fait. On est bloqué sur genre. Alors c'est les clauses miroirs du Mercosur ou c'est comment on fait la dermatose, comment on lutte contre la dermatose, qui sont des sujets importants, tu vois. Mais je pense que au fond, ce dont on a besoin de savoir, c'est genre, en fait, à quoi va ressembler l'agriculture française de demain? Est-ce que genre on a envie que ça soit des gigafermes ou des petites parcelles? Voilà, ça c'est un bon débat. Et si on décide que c'est des petites parcelles, c'est pas évident. Comment est-ce que ça fonctionne économiquement? Comment est-ce qu'on crée en fait toutes les structures? T'as raison qu'on se dit que si la campagne d'élection présidentielle elle démarre en décembre de l'année prochaine et qu'on n'a que 4 mois, vu l'ensemble des questions, le nombre de questions... on n'arrivera pas. Ouais, c'est... Tu vois, c'était... mince, le mec de Laurent Berger qui disait la chose la pire qui pourrait arriver à l'élection présidentielle, il disait ça il y a quelques mois, il disait c'est que l'élection présidentielle se concentre sur la question des retraites. Est-ce que tu es pour ou contre la réforme des retraites? Il disait si ça se concentre là-dessus, ça va appauvrir en fait considérablement le débat, alors qu'on a besoin d'ouvrir tellement d'horizons qui sont complètement bouchés à l'heure actuelle. Et il disait ça serait dramatique. Et donc effectivement, la concentration en fait sur un sujet polémique, savoir t'es pour ou t'es contre, alors qu'on a besoin de savoir tellement de choses. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre? Qu'est-ce qu'on fait au travail? Qu'est-ce qu'on fait genre avec notre défense, notre place dans le monde? Enfin, je veux dire, c'est hyper important toutes ces questions. En même temps, ce qu'on aurait besoin, c'est pas qu'ils soient pris les uns derrière les autres. Non, parce exactement. Que là, tu commences à énoncer des trucs. Exactement. Non, mais alors qu'en fait, le problème, c'est plutôt, tu vois, la question dont on parlait tout à l'heure, c'est au fond quel type de société, de mode de développement, c'est-à-dire au fond, on veut aller vers quel type de monde? Parce que c'est toi qui l'écrivais dans la newsletter cette semaine, les crises font qu'il y en a tellement de crises que même la crise environnementale, elle paraît une parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on a la crise écologique, la crise de la sociale, la crise de la guerre, la crise de l'IA, bref, les sujets paraissent tous gigantesques et donc l'enjeu, pour moi, ça sera est-ce que des personnes sont capables d'aborder proposer une façon cohérente pour aborder toutes ces crises et pas les prendre les unes derrière les autres et pas prendre à l'intérieur de chacune d'entre elles les différents sujets parce que là on va d'abord se noyer et ensuite je veux dire compte tenu de l'ampleur des problèmes qui nous sont posés, la question c'est d'avoir une attitude et donc une finalité, un objectif global. Alors bon, je suis pas candidate, donc je m'en fous de savoir ce que moi je pense, mais c'est vrai que moi je vois une décohérence dans la façon d'aborder le sujet qui permettrait peut-être de relier tout ça, quoi. En tout cas, c'est à ça que j'espère va servir 2026. Non, mais c'est à ça que ça va nous servir 2026. Absolument. Si on doit avoir un espoir, un vœu, comme dirait l'autre, là, un souhait, une bonne résolution pour 2026, c'est que on arrive en fait à dégager ces cohérences politiques et honnêtement, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais que par exemple lorsqu'il s'agit de la gauche, la France Insoumise, moi je trouve qu'ils développent une cohérence qu'on peut questionner, qu'on peut interroger à plein de droits, mais ils ont une certaine cohérence. Maintenant, il va falloir que les écologistes développent leur cohérence, que la social-démocratie développe une cohérence, parce que genre jusqu'à preuve. Moi, je les trouve cohérents dans leur fonctionnement politique. La France Insoumise. Oui, je les trouve cohérents dans... ils apparaissent et ils sont la rupture, l'alternative, l'antimacronisme, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on prend les sujets et quel est le vecteur unificateur de tout ça?
moi, je trouve que ça existe de façon lacunaire, hein, d'une certaine manière, quand il disait l'humain d'abord en 2012, en 2017, et puis je ne sais plus ce que c'est que maintenant, c'est tout ça, ça a toujours été un peu le fil qui a tenu tout ça. Je pense que ça demande d'être reformulé dans les termes d'aujourd'hui. Voilà, ils sont cohérents politiquement. Est-ce qu'ils sont complètement développés une cohérence d'approche? Tu as fait une midinale avec Manu Ménal à propos de la question communale. C'était fort intéressant. On voit que ça se cherche. Est-ce que c'est tout à fait probant? Bon, moi, je suis plus réservée, quoi. Voilà. Certes, mais quand on les compare, par exemple, non, avec mais ils sont les stars cohérents politiquement, ça oui, c'est certain. Et une attitude au moins de chercher cette cohérence et une cohérence alternative. Mais je ne la trouve pas complètement élaborée. Et si par exemple, par rapport à la question du monde, je pense, si on l'a déjà dit, mais Mélenchon, il dit des horizons. Mais la question de la souveraineté est une question qui est pas traitée, pas maîtrisée, pas dégagée, on va dire. Mais en fait, c'est du souverainisme, je veux dire. Oui, du souverainisme. Quand je compare en fait, le degré d'avancement, on va dire, du projet insoumis au degré d'avancement du projet social-démocrate, je ne peux que constater qu'il y en a un qui est. Bah, mais en fait, c'est important parce que je continue, même si je ne le partage pas, mais je continue de penser que le projet social-démocrate n'est pas. Il doit exister, mais il doit exister parce que il représente un courant en fait dans notre pays. Mais pour ça, il faut lui donner une cohérence. Et aujourd'hui, il n'a aucune cohérence. Il y a personne en fait qui a décidé de s'atteler convenablement en fait à nous dire c'est quoi un social-démocrate en 2026. Et donc c'est un problème. Donc ce que je souhaite pour 2026, c'est que ils nous produisent un projet sur lequel, qu'on puisse interroger, critiquer, ou je sais pas, ou combler des loges. Voilà, les socialistes restent pour l'instant dans ce qui empêche l'Union européenne de proposer une solution, c'est-à-dire ils restent ancrés dans ce qui est le social-libéralisme. Le social-libéralisme, le libéralisme, le tout marché, etc. Et c'est vraiment dans cette logique-là qu'ils n'arrivent pas à quitter, à s'extirper et c'est ça qui tue l'Europe et c'est ça qui tue les socialistes. Donc, on surveillera tout ça en 2026, mais sur ce, on vous retrouve après une pause de 2 semaines bien méritée. Ça va, toi? Toi bien je non, le dis. On fait la newsletter jusqu'à mercredi, donc jusqu'au 24, et puis on vous retrouve début janvier, donc le lundi 5 pour la newsletter. Si vous n'êtes pas abonné, c'est facile. Si vous ne savez pas donner un petit coup de main financier, faites-le. Avant la fin de l'année, si vous le faites un peu, vous savez que vous êtes défiscalisé pour les 2/3 de ce que vous donnez. En gros, si vous donnez 30 €, ça vous coûte 10, puisque vous aurez 20 € qui seront déduits de vos impôts. Donc, pour nous, ça serait très, très utile que vous soyez quelques milliers à le faire, nécessaire, plus qu'utile. Et puis, pour les projets qu'on a développés et pour toutes les dettes qu'on a accumulées. Voilà. Et puis, d'ici là, profitez de vos amis, de votre famille, du temps, du sommeil. Oui, non, mais du temps libre. Du temps libre, j'ai cru de la météo. Non, pour lire, pour se promener, pour aller à la piscine, pour jouer avec les enfants, voilà. Oui, aller au musée. Aussi aller au musée. Surtout, Pablo. Allez, à plus tard. On vous embrasse, ciao. Ouais, ciao.